Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360, édition spéciale au lendemain d'un premier tour inédit. Voici les titres. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, ce sera le duel du second tour. Pour la première fois sous la Ve République, les deux qualifiés ne viennent pas des partis traditionnels. Ils ne sont pas passés par la case primaire. Le FN réalise un score historique avec 7,6 millions d'électeurs sans susciter l'émoi de 2002. Analyse à suivre. Une nouvelle campagne commence pour les finalistes. Emmanuel Macron pourrait bénéficier d'un front républicain porté par l'appel du chef de l'État. Mais sera-t-il aussi massif qu'il y a 15 ans? Rien n'est moins sûr. Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote et Marine Le Pen mise sur une campagne intense de terrain pour l'emporter. Reportage dans cette édition. L'élimination de François Fillon et de Benoît Hamon plonge respectivement les Républicains et les socialistes dans la crise. La reconstruction s'annonce lente et douloureuse. François Fillon annonce qu'il ne mènera pas le combat des législatives et qu'il redevient un militant de cœur. Nous serons en direct de son QG dans un instant. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter, #présidentielle360. Pour m'accompagner ce soir, Mickaël Zamès en direct du QG d'Emmanuel Macron et Tam Tranui devant le QG des Républicains. Le multiplex politique, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, un front républicain se met en place pour faire barrage au Front National. François Hollande, pour qui Marine Le Pen serait un risque pour la France, appelle à voter Emmanuel Macron. On écoute tout de suite le chef de l'État. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Enfin, face à la menace terroriste qui exige la solidarité et également la cohésion de notre pays, l'extrême droite diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos concitoyens au regard de leurs origines ou de leur religion. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Voilà pourquoi, face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Et à noter que les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont été conviés par François Hollande à assister à l'hommage national aux policiers tués lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. La cérémonie se tiendra demain matin à la préfecture de police de Paris. Vous pourrez d'ailleurs suivre cet événement en direct sur les chaînes parlementaires. Le résultat s'annonçait donc serré. Finalement, hier soir, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête du premier tour avec 23,7% pour Emmanuel Macron, 21,4% pour la présidente du Front National. Cette élection bouleverse le paysage politique et fait apparaître deux France avec une ligne de fracture qui sépare les grandes villes du reste du pays. Géraldine Bavoilo. Résultat de ce premier tour. Il y a une France de l'Est et une France de l'Ouest, comme le révèle la carte du vote par département pour l'élection présidentielle. À l'Ouest, Emmanuel Macron arrive en tête, sauf dans 3 départements, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe, où François Fillon parvient à tirer son épingle du jeu électoral. À l'Est, Marine Le Pen arrive en tête dans une majorité de départements. La candidate FN réalise de bons scores dans le Nord, la vallée du Rhône, mais son score est aussi très fort dans la région PACA, Marseille excepté, où Jean-Luc Mélenchon gagne son pari en arrivant en tête, comme à Toulouse. Les villes face aux campagnes, c'est l'autre enseignement de ce premier tour. Emmanuel Macron est plus fort dans les villes, mais Marine Le Pen gagne dans plus de 18 000 communes, soit la moitié des communes françaises. Le candidat d'En Marche compte 8,5 millions d'électeurs, concentrés dans des villes comme Lyon, Villeurbanne ou Strasbourg, après avoir voté François Hollande en 2012. Son ascension a été fulgurante. Emmanuel Macron, qui a créé son mouvement En Marche il y a à peine un an, se retrouve propulsé au second tour de cette présidentielle. Hier, il a fêté sa victoire dans un café du 15e arrondissement de Paris. La Rotonde, peut-être son premier faux pas dans cet entre-deux tours. Flora Sauvage.
Au lendemain de la fête à la brasserie La Rotonde, dans le 6e arrondissement de la capitale, les critiques fusent. Hier soir, Emmanuel Macron quitte la porte de Versailles pour aller sabrer le champagne avec ses proches, en compagnie de l'actrice Line Renaud et de l'animateur Stéphane Bern. Des réjouissances, alors que le candidat du mouvement En Marche est qualifié au second tour face à une Marine Le Pen au score historique. Ce matin, les proches du favori des sondages tentent de gommer la comparaison avec le Fouquet's, où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire au soir de son élection. Hier, c'était naturellement un moment de joie, puisque notre candidat a été placé en tête du premier tour par les Françaises et les Français. Mais aucune euphorie, la victoire n'est pas acquise. Il nous faut continuer à faire campagne, à expliquer notre programme et à rassembler les Françaises et les Français. Au programme de ces 15 jours, négocier pour trouver une majorité aux législatives s'il est élu le 7 mai et probablement un meeting à Amiens, sa ville natale. On le voit bien, c'est vrai que la France est coupée en deux. Mais là où aujourd'hui il n'y a pas de dynamique, il faut en redonner une et donc construire cela ensemble, l'État et les territoires. Ce matin, Emmanuel Macron engrange les soutiens. François Hollande appelle à voter pour lui, tout comme le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Et pour mieux convaincre les indécis, le candidat du mouvement En Marche a accepté de participer au débat de l'entre-deux tours contre Marine Le Pen le 3 mai. Et on va tout de suite retrouver notre journaliste envoyé spécial devant le QG d'Emmanuel Macron, Mickaël Zamès. Bonsoir. Mickaël, on l'a entendu, François Hollande qui apporte son soutien à Emmanuel Macron, qui indique clairement, qui clarifie sa position. Est-ce que ça va pouvoir aider le candidat d'En Marche dans cet entre-deux tours, Mickaël ? En tout cas, c'est sûr que pendant les semaines qui arrivent, pendant au moins l'entre-deux tours, les deux hommes vont certainement se croiser à de nombreuses reprises. Ce n'est pas vraiment ce que souhaitait Emmanuel Macron, mais ce que m'a dit l'un de ses porte-parole, c'est qu'on ne trie pas, on engrange les soutiens. Emmanuel Macron le dit lui-même, c'est un soutien républicain. Voilà en tout cas pour cette phrase aujourd'hui lancée par le candidat d'En Marche à propos du soutien de François Hollande et du chef de l'État. Vous savez que, évidemment, du côté de Marine Le Pen, on va certainement jouer sur ce soutien en disant qu'il est l'héritier. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui du côté du QG, on a vu il y a quelques instants l'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, arriver pour une réunion avec ce que l'on appelle l'entourage très proche du candidat, pour une réunion pour caler définitivement l'agenda. Parce que pour l'instant, on n'en sait pas trop sur cet agenda du futur candidat. Il devait normalement faire un meeting du côté d'Amiens, là où tout a commencé il y a à peu près un an, ce mercredi. Finalement, ce meeting est en suspens. On nous dit qu'aujourd'hui, on essaie de trouver un autre endroit, là par exemple, où on a beaucoup voté pour Marine Le Pen, peut-être du côté de l'Est ou du côté du Nord de la France. Cette réunion a lieu en ce moment même. Et il y a, vers 17h, on a vu arriver François Bayrou. François Bayrou, il est là pour une autre réunion concernant les futures élections législatives. Autre point important pour ces candidats d'En Marche, c'est de trouver 577 candidats pour les futures élections législatives. On nous promet une nouvelle vague de candidats dans les prochaines semaines. Vous voyez, on va essayer de raconter toute une histoire et un feuilleton pendant l'entre-deux tours. Essayer de faire monter évidemment les enchères du côté de la droite et de la gauche également pour ces candidats. Merci. Merci à vous, Mickaël, pour toutes ces précisions. Alors Marine Le Pen a, quant à elle, choisi de rester dans les Hauts-de-France, une région dans laquelle elle a confirmé son ancrage territorial. Toute la journée, elle était sur le terrain, à la rencontre de ses électeurs, car pour elle, c'est une nouvelle campagne qui commence face au Front républicain qui se met en place. Sandra Cerquera. Bonjour monsieur. Ça va bien ? Ça va bien, merci. C'est sur un marché, non loin d'Hénin-Beaumont, que Marine Le Pen commence sa campagne du second tour. L'objectif est bien de donner l'image d'une candidate de terrain, déterminée, alors que bon nombre d'élus de droite et de gauche appellent au Front républicain pour lui faire barrage. Le vieux Front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaye de se coaliser autour de M. Macron. M. Macron est faiblard, puisqu'il avait même, le lendemain de l'attentat, indiqué qu'il n'allait tout de même pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit. Insister sur la lutte contre le terrorisme, un thème par lequel elle entend se démarquer d'Emmanuel Macron. Elle qui avait imaginé occuper la première place, doit trouver les moyens de relancer sa campagne pour créer une dynamique et convaincre de nouveaux électeurs. À droite chez les orphelins de Fillon, mais aussi à gauche chez les mélenchonistes effondrés. En coulisses, les frontistes travaillent déjà activement sur les ralliements.
Et arrivé en 3e position, François Fillon a appelé à voter Emmanuel Macron. Sa défaite ouvre une période de crise et de règlement de compte à droite. Ce matin, les ténors étaient réunis en comité politique avant le bureau de ce soir. Alors avant de retrouver Tam Tranu en direct, voici les explications de Quentin Calmy. Une importante cacophonie règne au siège des Républicains. Ils étaient 19 réunis ce matin autour de Gérard Larcher. Et face à la débâcle de leur camp hier, les Républicains entament un pénible travail de reconstruction. Première urgence, définir une position commune en vue du second tour. Rien que sur ce point, ce matin, les responsables LR n'étaient pas d'accord. Voter pour Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas rejoindre Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas se rallier à Emmanuel Macron, ce n'est absolument pas adhérer à Emmanuel Macron. Appeler à voter Emmanuel Hollande, je suis désolée, mais là je tombe de l'armoire une deuxième fois. C'est un programme, enfin un non-programme d'ailleurs que j'ai combattu. Autre interrogation, quelle ligne politique choisir désormais et par qui remplacer François Fillon à la tête des Républicains? L'heure n'est vraiment pas à choisir un chef, si vous voyez ce que je veux dire. On a déjà commencé à imaginer à quoi peut ressembler un collectif pour faire en sorte que le maximum de nos députés puissent l'emporter aux prochaines législatives et qu'ainsi nous puissions rééquilibrer les choses. Gagner les législatives, mais pour ça, il faut être effectivement en situation, et en situation, c'est d'être unis, rassemblés et de porter les idées qui sont les nôtres. Les législatives, des élections capitales pour de nombreux responsables LR. Dès ce soir, il s'agit de relancer le débat idéologique au sein du parti et ainsi parvenir à définir un socle commun d'idées, une lourde tâche à accomplir en quelques semaines. Et on va d'ailleurs retrouver Tam Tranu devant le siège des Républicains à Paris. Tam, le bureau politique a débuté en présence de François Fillon qui est arrivé il y a environ une demi-heure ce soir. Oui, effectivement, le bureau politique s'est déroulé en présence de François Fillon qui est arrivé peu avant 17h et qui n'a répondu à aucune question de journaliste tout à l'heure. En revanche, on sait qu'il a débuté la réunion en disant qu'il n'avait plus aujourd'hui la légitimité pour livrer le combat des législatives. Je deviens un militant de cœur, a-t-il ajouté. Il faut dire que là-dessus, il met tout le monde d'accord. Un peu de personnes chez les Républicains pensaient à François Fillon pour livrer ce combat qui, il faut dire, n'est pas perdu d'avance. Certains espèrent bien que l'Assemblée nationale aura une majorité de droite. Pour le reste, c'est toujours la cacophonie qui règne sur une priorité aujourd'hui. Quelle position les Républicains doivent avoir officiellement à l'égard du second tour? Faut-il appeler à voter pour Emmanuel Macron? Faut-il au contraire laisser les militants libres de leur choix? Certains, à l'instar de François Fillon, n'ont pas hésité bien longtemps avant d'appeler à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Écoutez tout de suite le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau. Je déteste les idées du Front National, elles sont anti-européennes, elles sont anti-économie libérale. Donc moi, dès hier soir, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron sans aucun état d'âme et je ferai campagne sans aucun état d'âme. Voilà donc une position très claire pour Dominique Bussereau qui appelle donc à voter pour Emmanuel Macron, tout comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Jean-François Copé, croisés tout à l'heure. Mais d'autres, au contraire, s'y refusent. Ils veulent laisser les électeurs libres de leur choix. Pour eux, le Front républicain est tout simplement contre-productif. Ils s'y refusent pour des questions de cohérence. Écoutez Alain Joyandet puis Pierre Lelouch. Le Front républicain, je n'ai jamais été pour, donc je ne change pas. Je pense qu'il faut laisser à chacun sa liberté de conscience. Voilà ma position. Si vous voulez transformer Marine Le Pen en seule opposition dans ce pays, alors il faut que tout le monde rallie Macron et qu'on la laisse seule comme la seule opposante à Macron. Voilà. Et je considère que c'est suicidaire pour notre parti. Je dis bien suicidaire. Moi, je ne sais pas faire élire quelqu'un et le lendemain déclencher une campagne législative pour avoir des députés qui seront contre lui. C'est complètement incohérent. Vous le voyez donc, au parti Les Républicains, il y a une fracture très nette sur la question de la position à adopter pour ce second tour. Et c'est donc la question de l'unité du parti qui se joue ce soir. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet. Et pour savoir si l'unité est en jeu et fracturée ou non, rendez-vous entre 19h30 et 20h pour la fin de ce bureau politique.
Merci beaucoup, Tam. Alors pour le Parti socialiste, la défaite est lourde avec 6,3% des voix. Benoît Hamon réalise le plus mauvais score pour un socialiste depuis Gaston Defferre. C'était en 1969. Aujourd'hui, avant de tirer les enseignements de cette débâcle, le PS a lancé un appel à l'unanimité pour faire battre le Front National en votant Emmanuel Macron. Explication, Héloïse Grégoire. Rue de Solferino, l'heure n'est pas encore au règlement de compte. Ce matin, le premier secrétaire du Parti socialiste appelle sans aucune hésitation à voter pour Emmanuel Macron. Le 7 mai, nous voterons pour Emmanuel Macron. Je le ferai sans hésiter, sans détour et surtout sans condition, comme nous l'avions fait pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Se rassembler pour faire barrage au Front National, désormais une seule priorité pour le parti, l'unité. Sans ambiguïté, de façon claire, de façon nette et déterminée. L'étape qui est devant nous, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle et c'est une unanimité pour faire barrage à l'extrême droite. 4 millions de tracts seront diffusés pour appeler à voter contre le Front National, donc pour le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron. Ce qui ne réjouit pas tout le monde. Il faut faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de gaieté de cœur qu'on va appeler à voter Macron. On va appeler à voter Macron en se bouchant le nez. C'est à droite, Macron. Mais au-delà du second tour, se prépare en coulisses la bataille des législatives entre les candidats du Parti socialiste et ceux d'En Marche. Un duel Macron-Le Pen, ce sont deux France qui s'affrontent. On en débat tout de suite avec mes invités. Et mes invités ce soir, Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir, sénatrice socialiste de Paris. Vous avez soutenu Benoît Hamon dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Merci d'être avec nous. Alain Hooper est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur rattaché Les Républicains de la Côte d'Or. Vous avez soutenu, vous, François Fillon. Vous allez nous dire quelle va être votre position pour cet entre-deux tours. Olivier d'Artigol est également sur ce plateau. Bonsoir, porte-parole du Parti communiste. Vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise dans cette campagne. Merci d'être avec nous. Jean-Lin Lacapelle est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil stratégique de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, vice-président du groupe FN au conseil régional d'Île-de-France. Et puis François Patria, bonsoir, sénateur socialiste de la Côte d'Or, soutien d'Emmanuel Macron. Première question d'ailleurs pour vous, François Patria. On a vu François Hollande jusque-là réservé sur son vote, même s'il ne faisait peut-être guère de doute. Il a officialisé cet après-midi son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que cela va gêner votre candidat, déjà sous le feu des critiques, notamment sur ce point de l'héritage du hollandisme? Oui, vous savez, quand on a tout cherché contre Emmanuel Macron, on a tout y cherché. Il n'a pas de troupe, il n'a pas de programme, il est flou, il n'a pas le charisme. Après, c'est le faux nez de François Hollande. Bon, on reprend ce slogan aujourd'hui. Ça fait partie de tous ces slogans de campagne qui n'ont pas empêché Emmanuel Macron de passer la barre des 24%. Je le rappelle, c'est 24,1. Celui qui a le plus rassemblé de Français, celui qui a donné de l'espoir à la France, je pense que c'est Emmanuel Macron. Donc, je ne crois pas que cette déclaration, dont on connaissait par avance déjà le contenu, elle est peut-être un peu plus prématurée qu'avant, mais je crois que François Hollande, chef de l'État responsable, n'a pas voulu laisser planer une ambiguïté qui n'avait pas lieu d'être. Mais, dernier mot, je pense que, parce qu'on va tous être sur ce sujet, et les déclarations, Emmanuel Macron n'est pas seulement le seul rempart contre le meilleur rempart contre le Front National. Pour moi, ça n'est pas un argument, une élection par défaut. Emmanuel Macron est le meilleur espoir pour la France, et c'est pour ça que je le soutiens. En tout cas, c'est aussi le meilleur ennemi pour Marine Le Pen. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'elle le considère, Jean-Lin Lacapelle. Est-ce que vous pensez que ce front républicain qui est en train de se mettre en place, ça éloigne un peu plus les perspectives de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, tous ces appels à lui faire barrage? Non, au contraire, je crois que le front républicain, c'est Marine Le Pen. Parce que c'est elle qui défend le peuple depuis longtemps. Ce n'est pas elle qui a trahi le peuple au moment du traité de Lisbonne. C'est pas elle qui, d'ailleurs, utilise le 49.3 lors du dernier quinquennat. M. Macron est tout simplement la continuité de M. Hollande. Et nous savons très bien que M. Cazeneuve et M. Hollande tenaient tout simplement les cordons, en quelque sorte, de la marionnette de M. Macron. Aujourd'hui, le masque est tombé. Le système entier, finalement, appelle aujourd'hui à soutenir M. Macron. C'est une bonne chose. Au moins, les choses sont clarifiées. Il y a maintenant le système d'un côté, de Robert Rue, de Cohn-Bendit à Bayrou, à Hollande, à Valls, enfin, c'est assez incroyable aujourd'hui, mais
ces gens-là n'ont pas la propriété des voix du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple français a permis à Marine Le Pen d'accéder au premier tour, au second tour. Donc ça y est, elle a gravi cette première marche vers l'Élysée. Maintenant, il nous reste 15 jours pour convaincre les gens, pour qu'elle accède tout simplement à la victoire finale et qu'elle accède aux plus hautes fonctions de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a deux candidats. Il y a la candidate du peuple, il y a le candidat du système. Ouais, on va y venir, Olivier D'Artigol. On sait que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment donné de consignes. Est-ce que vous souhaitez qu'il s'exprime avant le 7 mai, qu'il s'exprime clairement pour bien prendre position dans cet entre-deux-tours? Pour ce qui concerne le Parti communiste français, qui était une force importante de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un score remarquable, nous avons été très clairs dès hier soir. Pour nous, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Battre le Front National chaque fois qu'il s'approche. On rappelle le score, 19,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, on frôle les 20%. On est, je crois, à 640 000 voix en moins de la qualification au second tour, avec une campagne que tout le monde a jugée très positive et une campagne qui redonne, qui remet du vent dans les voiles. C'est pour ça, ce vivier électoral de Jean-Luc Mélenchon, il y a une responsabilité particulière, tous ces gens. Moi, je vous parle au nom du Parti communiste français, où donc c'est un appel très clair à faire barrage au Front National avec le seul bulletin qui nous reste, battre Marine Le Pen le 7 mai et combattre Emmanuel Macron s'il va vers des propositions telles qu'on les connaît, notamment contre le droit du travail et les recommandations de la Commission européenne. Mais concernant Jean-Luc Mélenchon, je suis respectueux d'une chose, c'est qu'ils organisent une consultation en direction des membres de la France Insoumise, mais j'attendrai aussi dans les prochains jours que le candidat lui-même puisse, pour ce qui le concerne, en dire un peu plus, d'autant plus que ça concerne une personnalité politique, Jean-Luc Mélenchon, qui a été d'une vaillance et d'un courage très fort concernant la lutte contre le Front National et l'extrême droite. En 2002, il n'avait pas hésité justement à appeler à voter contre Jean-Marie Le Pen. Marie-Noëlle Lienemann, on entendait Gérard Filoche à l'instant qui disait, eh bien, oui, on va voter Emmanuel Macron, mais on va se pincer le nez, c'est pas de gaieté de cœur. Comment vous analysez ces propos? C'est pas de gaieté de cœur quand on est battu et que c'est pas son candidat. Mais moi, je l'ai fait en 2002. Et je comprends d'ailleurs difficilement que Jean-Luc hésite cette fois-ci, parce que ça me paraît être du même ordre. Quand on n'est pas d'accord avec le Front National, tellement c'est dangereux pour notre République, il n'y a pas d'hésitation, il faut voter pour le candidat qui est en face de lui. Alors, j'entends bien l'enthousiasme de mon collègue François Patriat, qui défend son candidat en disant qu'il porte l'espoir. Je lui dis, faites attention, parce que, justement, une partie des électeurs vont voter pour Emmanuel Macron sans que leur vote puisse être interprété par lui-même comme étant un soutien à l'ensemble de sa politique et de ce qu'il représente. Et probablement même, certains qui vont voter pour lui seront dans l'opposition, ou en tout cas n'approuveront pas les choix qu'il a présentés dans son programme. Et je dis qu'il faut faire très attention, parce que justement, l'expérience de 2002, avec ce qu'avait fait Jacques Chirac, avait donné le sentiment que le vote pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen avait été interprété in fine par la politique menée comme une forme de soutien à 80% des Français. Donc je pense que là, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes là devant un risque majeur pour notre République, et donc il est important qu'on fasse obstacle, et pas simplement du bout des doigts, mais avec l'indépendance pour la phase suivante, quelle majorité présidentielle, quelle législative. Mais pourtant, vous serez justement en concurrence pour les législatives, Marie-Noëlle Lienemann, avec les candidats En Marche dans les circonscriptions. Est-ce que ça ne brouille pas aussi le message qui est envoyé aux électeurs avant cette échéance électorale? Je crois que les électeurs sont très lucides. D'ailleurs, quand on demande à un électeur socialiste, il a bien compris que s'il votait pour Emmanuel Macron, il n'a pas voté a priori pour que Emmanuel Macron soit notre leader et qu'on le soutienne aux prochaines élections législatives. C'est un autre débat. Le débat sur les législatives, pour ma part, je reste fidèle à ce que j'ai toujours défendu. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, les chiffres et les résultats... Mais le calendrier reste serré. On va donner la parole, si vous voulez bien, à Alain Houpert, qu'on n'a pas encore entendu sur ce plateau. Dès hier, François Fillon appelait, lui, à voter contre le Front National pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a vu cette cacophonie un peu au sein des Républicains, hein? C'est pas clair. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette consigne de vote. Qu'en pensez-vous? Vivre ensemble, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord. Je pense que c'est pas aux Républicains de faire la campagne pour Emmanuel Macron. Le temps du Front républicain, du pseudo-Front républicain est révolu, parce que le temps des notables où on conseillait aux Français de mettre tel bulletin de vote, et il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Et ils l'ont montré cette fois-ci, le vote, l'élection. Je pense qu'Emmanuel Macron va être élu. Donc
Nous, républicains, nous avons une tâche, c'est de respecter l'espoir des Français, d'aller vers une alternance. L'alternance ne se fera pas à la présidente de la République, elle doit se faire aux législatives. Et aujourd'hui commence la campagne des législatives pour les Républicains. Mais vous n'excluez pas, pardon, Alain Houpert, et bien que certains électeurs qui ont voté François Fillon au premier tour se reportent sur Marine Le Pen au second tour. Ça, c'est une hypothèse. C'est le problème de la conscience de chacun. On n'a pas, les électeurs ne sont pas des marionnettes. Les Français veulent une autre politique et les Français sont responsables, les Français sont adultes. Ils feront ce qu'ils ont à faire en conscience. Nous sommes républicains et ça ne veut pas dire qu'on doit... Je ne comprends pas qu'on puisse invectiver un candidat le dimanche matin et le soir même faire sa campagne. Alors, Jean-Alain Capelle, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais juste réagir. Madame, je vous engage à aller regarder les résultats qui, dans les mairies qui sont tenus et qui sont gérés par le Front National. Vous verrez que la candidate Marine Le Pen arrive largement en tête. Comme quoi, vous savez, ce que vous appelez le non-républicain. Mais croyez-moi que les Français sont bien contents quelquefois quand ils sont gérés par des leaders politiques qui respectent les engagements pour lesquels ils ont été élus. Maintenant, je reviens au sujet que nous évoquions. Nous avons beaucoup de gens qui tapent à notre porte, croyez-moi. Nous recevons beaucoup de mails, énormément de contacts, beaucoup de gens. En effet, qui ont voté Fillon, qui sont des patriotes, beaucoup de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens qui ont voté Dupont-Aignan. Et il y a, par rapport à l'élection de 2012, il y a une vraie différence aujourd'hui, une opportunité pour Marine Le Pen, c'est qu'il y a un réservoir aujourd'hui. Et que le clivage droite-gauche est totalement révolu. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un problème d'homme, on n'est pas sur un problème de parti, on est sur un problème aujourd'hui de territoire idéologique. Vous êtes patriote ou vous n'êtes pas patriote. Vous êtes européiste ou vous êtes pas européiste. Mais bien évidemment. Olivier D'Artigol. Et il y a des patriotes. Et il y a des patriotes. Et il y a... Madame, laissez-moi terminer. Et vous réagirez après, madame, s'il vous plaît. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une candidate qui soutient le peuple français, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu de civilisation, un enjeu d'identité, un enjeu de souveraineté, bien évidemment. Et aujourd'hui, la seule capable de défendre les Français sur les problèmes d'immigration, de dire stop aux migrants, la seule capable de défendre les Français sur les problèmes d'insécurité et de mettre en place les vraies solutions pour combattre le terrorisme islamique, la seule capable de défendre le système de santé en France, car M. Macron veut démanteler le système, notamment de la sécurité sociale. Alors, et la seule capable de défendre les Français du chômage, c'est Marine Le Pen. Si vous voulez bien, c'est Marine Le Pen. Et c'est pour cela qu'elle a été qualifiée au second tour. Et c'est pour cela qu'elle gagnera. S'il vous plaît, Jean-Alain Capelle. Allez-y, ce sera aux électeurs, au suffrage universel de trancher tout ça. Je suis assez d'accord avec vous sur les consignes de vote, mais en responsabilité politique, ceux qui ont mené cette campagne doivent dire clairement leur positionnement pour ce second tour. Je suis d'accord avec vous sur un point, ça va vous étonner. En effet, elle a des réserves de voix. C'est pour ça que je prends très au sérieux le danger de la qualification de Marine Le Pen au second tour de cette élection. On n'est pas du tout dans la configuration de 2002. Notamment avec la porosité idéologique, les vannes ont été ouvertes à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais tous ceux qui ont suivi la campagne menée sur le plan idéologique, politique, par le candidat François Fillon, par Sens commun, par les attaques visant la porosité idéologique, Olivier D'Artigol, oui, elle est aussi entre le Front National et la France Insoumise, non, pas que entre les Républicains et le Front National. Non, entre les Républicains et le Front National. Concernant justement il n'y a pas certains points, concernant justement la campagne de Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, on est allé chercher l'électorat jeune. 30% des jeunes entre 18 et 24 ans qui ont voté sont allés voter pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. On est allé chercher pour la première fois à un niveau significatif de l'électorat ouvrier qui en effet se reportait trop massivement sur la candidate du Front National. C'est un électorat qui se dispute justement, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais justement nous avons mené avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on a atteint un premier degré de reconquête sur ces électorats-là. Et on va continuer aux élections législatives. François Patriat, on voit bien que le Front républicain, ça ne fera pas tout pour porter Emmanuel Macron au pouvoir. Il s'annonce certainement beaucoup moins massif qu'en 2002. Alors, est-ce qu'il y a un changement ? D'autant plus qu'il y a des gens, pardon, mais moi je connais des gens des proches qui sont des femmes, des hommes de gauche, qui ont voté Macron stratégiquement pour éviter un second tour Fillon-Le Pen, ils en avaient la crainte, mais qui nous disent, nous on est des femmes et des hommes de gauche et on est disponibles pour les législatives. Ils vont s'abstenir au second tour. C'est pas aussi simple que ça. Peut-être au second tour. François Patriat. D'abord deux choses. J'entends bien ce discours sur une alternance avec demain une cohabitation, c'est-à-dire l'immobilisme. C'est-à-dire que la France sera immobile parce qu'il y aura une cohabitation. Deuxièmement, j'entends aujourd'hui dire qu'il faut faire front au Front National, ce que je dis, ce que je crois, parce que je viens d'entendre un nombre de contre-vérités
qui me sidère, mais tant mieux, c'est le leitmotiv, c'est la logorée du Front National, d'évoquer tout le temps des contre-vérités qui finissent par rentrer dans la tête des Français, mais contre lesquelles nous devons nous battre tous les jours. Mais ce qui m'ennuie un peu, c'est le retour à la boutique que j'entends autour des amis ici. Le retour à la boutique, c'est-à-dire que, allez, on va voter Macron, mais après, chacun va retourner dans sa boutique pour défendre ses couleurs aux législatives où il y aura 10 candidats partout. Et cette cacophonie n'est pas souhaitable. L'erreur qu'avait commis Jacques Chirac en 82, c'était de considérer que c'était son camp qui avait gagné et qu'il ne devait rien faire. Emmanuel Macron, il a compris depuis longtemps que ce parti droite et gauche, tel que nous l'avons vécu avant, il y aura toujours des gens de droite et des gens de gauche que je respecte ici autour, mais des gens qui veulent bien travailler ensemble. Je constate ici qu'ils ne veulent pas travailler ensemble. Donc Emmanuel Macron ne fera pas l'erreur de Jacques Chirac. Demain, quand il demandera aux Français de lui donner les moyens d'appliquer avec une main de fer la politique qu'il entend mener avec le programme crédible qui a le plus nombre de voix au rang de nos voix hier, le plus grand nombre de voix, eh bien, les Français lui donneront une majorité. Et cette majorité, c'est pas le retour à la boutique des partis comme on l'a entendu. Alors, cette majorité française, parce qu'il y a Alain Houpert, elle passerait par une... Alain Houpert, ça passerait par une coalition aussi. C'est ce que vous avez proposé cet après-midi, justement. Il ne faut pas avoir peur d'une cohabitation. Le problème d'Emmanuel Macron, ce sont les législatives, c'est d'avoir une majorité derrière lui. Je pense qu'il a été élu par dépit, par défaut, parce que nous avons un mauvais candidat. Et cette élection va être très, très difficile pour lui. Et je pense qu'il y aura j'espère, une majorité républicaine avec un gouvernement de cohabitation. Et les Français aiment la cohabitation. Ils en ont eu 3, 2 sous Mitterrand et une sur Jacques Chirac. Et puis en général, c'est des cohabitations heureuses. Oui, ou au pire, une coalition. Non. Et là, nous aurons... C'est pas l'esprit de la 5e République. Certains ont voulu une 6e République. On risque de tomber dans une 4e République. Marie-Noëlle Lienemann. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je commence à en avoir marre du discours sur les partis politiques, les individus, que les partis politiques aient besoin de se refonder, de se reconstituer, de se rénover, de se redéfinir, ça me paraît évident. Mais cette espèce de discours qui vise à dire chaque citoyen prend sa position, bien sûr, moi-même je suis une personne très indépendante dans mon propre parti depuis toujours, mais il n'en demeure pas moins que l'intérêt d'un parti politique, c'est que ça défend en commun des hommes et des femmes, des valeurs, des perspectives, des programmes et une manière de concevoir l'avenir du pays. Et que quand il y a des moments où les partis politiques... Donc il n'y aura jamais d'accord entre le Parti Socialiste et les candidats en marche dans les circonscriptions. C'est pas seulement ce que je dis. C'est d'abord ce que je dis, c'est qu'ils ont la responsabilité de prendre position au deuxième tour. Deuxièmement, sur les candidatures, moi, je veux bien, il faut réformer, mais si on était d'accord sur le fond stratégique, moi, je qualifie Emmanuel Macron d'un candidat de droite libérale. C'est peut-être droite discret de gauche. Voilà, peut-être, mais justement, moi, au regard des batailles que je mène pour la protection sociale, des batailles que je mène sur la fonction publique, sur le rôle de l'État et plein d'autres sujets, je le qualifie ainsi. Donc je ne considère pas que pour gouverner ce pays, c'est-à-dire quand il faudra faire un gouvernement, cette alliance doit être privilégiée par rapport à l'alliance historique sans laquelle jamais la gauche n'a été capable de transformer l'association, c'est-à-dire une alliance de toute la gauche et des écologistes. Donc moi, je pense qu'il faut un devoir de vérité aux Français et d'éthique. Quand on défend une ligne, des positions, on les explique, on les défend. Et quand vous dites que le Front National est patriote, etc., vous savez, hélas, l'histoire nous a toujours instruits. Quand on commence à considérer que la France n'est pas ouverte sur l'extérieur, et je ne crois pas à un clivage entre les gens qui sont pour la fermeture et pour l'ouverture, parce que moi je suis de gauche pour l'ouverture, mais pas non plus une France passoire. Mais quand on commence à dire il n'y a pas les immigrés, on se referme, l'universalisme républicain, qui a toujours fait la force de la France, est mis en cause, et chaque fois qu'on s'est replié, ça c'est mal fini, en termes économiques et en termes de grandeur. Donc la question de la majorité aussi, parce que ça sera aussi une difficulté pour Marine Le Pen en cas de victoire. Je crois que Marine Le Pen, elle est la candidate justement qui s'ouvre à l'extérieur, car quand M. Macron veut parler avec personne, sauf avec Angela Merkel... Avec Poutine. Angela Merkel, à qui il va dire bravo, vous avez accueilli 1 500 000 immigrés dont on ne sait même pas d'ailleurs, dont on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Vous voyez bien la xénophobie. Quand M. Macron va se soumettre à Mme Angela Merkel, eh bien,
Marine Le Pen, elle est en train de nouer des relations diplomatiques avec M. Poutine, avec M. Trump, avec un certain nombre de leaders dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient, et elle sera la seule qui demain sera capable justement de mettre sur une table un certain nombre de leaders internationaux. Et le protectionnisme ou le patriotisme dont vous parlez, le Japon l'applique, le Canada l'applique, les États-Unis l'appliquent, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous les pays du monde l'appliquent parce qu'ils ont tous des frontières. Nous demandons rien de plus. Je voudrais aussi vous entendre. Je vous parle de la manière dont vous mettez la guerre intérieure. Je voudrais aussi vous entendre sur la question de la majorité, puisqu'en cas de victoire, Marine Le Pen aura également des difficultés pour avoir cette majorité. Alors moi, d'abord, ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, en effet, je vois des gens qui appellent à voter Macron alors qu'ils lui crachaient dessus avant-hier, qui le soutiennent aujourd'hui et qui dans 15 jours vont le cracher dessus, bien évidemment, dans la bataille des législatives. Donc tout ceci est une tartufferie. Mais M. Macron est un imposteur, nous le savons bien. On peut vouloir ne pas voter alors, Marine Le Pen. En revanche, tout à fait. C'est encore une possibilité? Tout à fait, monsieur. Je crois qu'en fait, c'est une grande tartufferie. Il y a le système. Mais monsieur, pour moi, c'est un engagement de valeur. Mais oui, allez, regardez les scores dans les villes communistes. Je crois que si Marine Le Pen est élue demain, bien évidemment, elle aura un raz-de-marée bleu-marine et je n'imagine pas le peuple ne pas lui donner une majorité. Elle aura une majorité bleu-marine à l'Assemblée nationale et elle pourra bien évidemment appliquer. Sans accord avec les autres partis, c'est possible? Bien évidemment, mais c'est ça la force du Front National, c'est que lui, il est uni, discipliné, il est le premier parti de France, il est le premier parti de France, il n'a pas besoin d'alliances artificielles et superficielles pour gagner les élections. Lui, il est droit dans ses bottes, madame, et vous savez, tout fonctionne. Ah oui, vous pouvez parler de bottes, oui. On parlait de Olivier d'Artigol. Vous plaisanterez, il ne faut plus rire, vous savez, elles ne font rire que vous-même. De cet électorat, de ce réservoir de voix, justement, de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un risque de dispersion également, justement, à l'approche des législatives? Non, mais on a un magnifique score encore. On est sur ce premier tour. Je pense qu'il faut positiver et valoriser ce résultat. Quand même, il y a une déception légitime de ne pas avoir accédé au second tour. On sentait bien que c'était à portée de main sur la dernière ligne droite. Je regrette le fait qu'on ait buté sur cette candidature commune. Il y avait la possibilité véritablement de la construire pour accéder au second tour. On a un beau score, une magnifique campagne. Il va falloir en trouver les traductions pour les législatives. On a buté sur le présidentialisme pour la candidature commune. Là, on a la possibilité avec les législatives de remobiliser l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, de s'adresser à l'électorat socialiste et à socialistes sincères qui doivent être aujourd'hui, en début de semaine, dans le moral doit être pas très bon. Il y a l'écologie politique et il y a y compris des femmes et des hommes, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont allés sur Macron sur un vote stratège un peu, mais qu'on peut remobiliser sur un beau projet de gauche. Moi, je suis très confiant sur le fait que la France, pour moi, c'est pas uniquement l'extrême droite ou alors un candidat qui est véritablement le prolongement d'une politique qui a échoué et qui est aux mains de la Commission européenne. Il y a un autre chemin possible et on va le construire à gauche. Alain Houpert. Oui, il ne faut pas rejeter tous les maux de notre société sur quelques millions d'immigrés, de milliers d'émigrés, comme vient de le dire mon collègue. Madame Le Pen a séduit parce qu'elle a fait croire aux Français qu'elle avait des solutions à leurs préoccupations. Et elle avait, en fin de compte, de mauvaises réponses aux bonnes questions sur l'éducation, sur la sécurité, sur le chômage. Et ça doit être au cœur de notre projet politique, vous comme nous, pour les élections législatives. Justement. J'espère que les Républicains vont pouvoir réunir pour faire en sorte que on puisse redonner l'idéal de renouvellement politique aux Français et à la France. Justement, sur cette campagne d'entre-deux tours aussi, François Patria, si vous voulez bien, sur la stratégie mise en place par Emmanuel Macron, puisqu'on voit bien la fracture qu'il y a aujourd'hui entre les grandes villes qui ont voté massivement Emmanuel Macron et puis certaines zones, justement, où le Front National fait un score élevé, une certaine France oubliée dans les campagnes. Est-ce qu'il va s'adresser directement à ces catégories, justement, Emmanuel Macron? Une France divisée. Emmanuel Macron ne donne pas dans la catégorie. Il a un projet global pour la France qui repose sur 6 thématiques. C'est quoi son projet? Non, mais attendez, ça va. Non, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Hein. Écoutez, si vous l'avez pas lu, j'ai lu le programme de Mme Le Pen. 184 milliards de dépenses, 15 milliards de recettes. C'est la mère Noël avec des impôts pour les Français de demain, écrasés d'impôts grâce à vous. Très mal lu, monsieur. Ben voilà. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc vous n'avez pas lu le programme de Macron. Très bien. Donc mais ça alors, suffit. Macron, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrogez pas. Allez-y, vous n'avez pas, monsieur. Alors non, mais je ne m'énerve pas, mais vous arrêtez pas de m'interrompre. Moi, j'interromps personne. D'accord? C'est clair? Allez-y, je vous donne la parole. La logorie, les clichés, les immigrés, la sécurité, l'Europe, c'est toujours pareil. Vous nous sortez tout le temps vos contre-vérités, vous le faites tout le temps. Allez-y, François Patria. Je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai fait une campagne depuis 2 ans pour Emmanuel Macron dans laquelle je n'ai jamais douté. Donc voilà, les choses soient claires. Sur cette stratégie d'entre-deux tours. Ça m'insupporte un peu. Entre les deux tours, on ne va pas faire un discours catégoriel. On va faire un discours qui repose sur les 2 valeurs essentielles qu'a déclinées Emmanuel Macron, libérer, protéger. Libérer
les gens à la fois dans les territoires urbains et dans les territoires ruraux. Protéger les gens dans les territoires ruraux et ceux qu'on considère comme qui sont assignés à résidence et qui subissent aujourd'hui, pour lesquels il y a des solutions. C'est vrai dans le numérique, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans l'industrie. Nous le ferons partout. Un dernier mot pour conclure pour ce qui me concerne. J'assiste à un débat un peu iconoclaste, parce que je vois des gens ici, des gens qui promettent la Lune sans pouvoir la payer. Bon, très bien, on peut le faire. Ensuite, vous avez ici des gens qui vont voter pour Emmanuel Macron au premier tour et qui le soir même essaieront de voter pour avoir une majorité qui l'empêche de gouverner. Si vous croyez que la France va continuer à avancer comme ça, c'est pas aujourd'hui. Emmanuel Macron, il va créer un élan. On ne peut pas écarter cette éventualité. Non, mais si c'est ça leur démarche, alors les Français vous adresser à nous de cette manière-là. Et moi, je suis sûr qu'Emmanuel Macron aura sa majorité. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron aura sa majorité parce que c'est la logique de la Ve République, que c'est toujours arrivé. Allez la gagner la majorité derrière. Et sans vous adresser à nous pour aller chercher la majorité derrière. C'est l'illustration de monsieur Macron qui n'aime pas la France, qui dit qu'il n'y a pas le culture française, qui crache sur les pieds noirs, qui crache sur les rapatriés, qui pointe du doigt le gouvernement français en disant qu'il a commis des crimes contre l'humanité au moment de la guerre d'Algérie. Moi, ce type-là n'aime pas la France, clairement. Mais il y a d'un côté, il y a deux candidats. Il y a la candidate qui hier soir était à Nain-Beaumont, au cœur de la réalité, qui ce matin était sur un marché dans le Pas-de-Calais. Et puis il y a monsieur Macron qui lui. Mais elle aussi va devoir élargir son discours pour rassembler qui hier soir se croyait déjà au soir du second tour avec quelques motards autour de lui qui faisaient le tour de Paris et qu'il va dîner avec ses grands copains de fête à la Rotonde parce que le Fouquet s'est fermé. C'est ça. Et je crois que le masque est en train de tomber. Et vous savez, les Français sont agacés. Parce qu'il est méprisant, il est arrogant, ce monsieur. Ce monsieur n'aime pas la France, il n'aime pas la France, il n'aime pas le peuple français. Il saura lui rendre, croyez-moi, le soir du second tour. Quelle bassesse. On sait que François Fillon, quelle arrogance, monsieur. Il estime qu'il n'a plus la légitimité pour mener la campagne des législatives. Il dit qu'il restera un militant, mais de cœur. Qu'attendez-vous de votre parti, justement, après cette défaite de la droite de François Fillon? Ce que j'entends là donne pas une très belle image des politiques. Les Républicains ont un travail à faire, nettoyer la maison. Et un parti politique, comme vous l'avez dit, ça doit être une machine à idées et pas une machine à perdre. Et s'il y a un exemple à prendre chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a prôné l'horizontalité. Je pense que c'était une horizontalité de façade parce que les gens veulent être écouter et entendu. Ce que nous avons à faire, nous républicains, c'est de s'écouter, de s'entendre et écouter les Français pour pouvoir apporter cet idéal d'alternance à la France et aux Français. Est-ce qu'il y a des personnalités qui émergent pour porter ce nouveau projet au sein des Républicains, selon vous, si François Fillon se met en marge? En ce moment, il y a un bureau politique qui est en train de se créer. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Nous allons voir ce qu'il en sort. Demain, nous avons une réunion. Nous sommes une centaine de sarkozystes. Nous nous réunissons dans une brasserie, justement, pour discuter entre nous, pour envisager l'avenir. Et l'avenir, ce sont les législatives. Nous allons élire un président par défaut et par dépit. Nous avons besoin d'un renouvellement, d'une alternance, et ça c'est l'idéal français, et nous allons la réussir. Même question pour vous, Marie-Noëlle Lienemann. Sur le Parti Socialiste et ce score de Benoît Hamon, il y aura aussi un droit d'inventaire, on imagine, ça passe par quoi? À l'évidence. Justement, ce que nous avons décidé ce matin, c'est à chaque jour suffit sa peine. On ne commence pas à régler nos problèmes avant qu'on ait passé le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je dis à François, faites attention au discours, parce que déjà hier, moi qui ai pris tout de suite position pour qu'on vote pour Emmanuel Macron au deuxième tour, j'ai trouvé son discours comme étant un discours où il nous demandait non seulement de nous opposer au Front National, mais d'adhérer à son projet. Bien sûr. Je le dis tout net, s'il continue sur cette voie, on aura un mal fou à expliquer à toute une série de nos concitoyens qu'on va voter pour lui. Parce qu'on a quand même pas demain appliquer le programme du Parti Socialiste. On a quand même le droit de considérer que même quand on est minoritaire, on a quand même le droit de penser qu'on ne vote pas pour... Dans la déclaration d'Emmanuel Macron, le sentiment qu'il y avait hier dans la déclaration d'Emmanuel Macron, le sentiment que celles et ceux qui voulait faire barrage à Marine Le Pen, et heureusement que nous partageons ça un certain nombre, aller vers un vote d'adhésion sur son projet et un blanc-seing sur ce mandat. C'est absolument pas le cas. Et je trouve vraiment, mais je le dis très respectueux de vos positionnements de la parole publique, que ce serait vraiment prendre un risque réel
que de continuer cette petite musique jusqu'au second tour, parce que dans cette vie politique faite de Big Bang, de surprises, de bouleversements, je ne voudrais pas que le 7 mai à 20h, ce soit le visage de Marine Le Pen qui apparaisse. Certains me disent que c'est de la politique fiction. Je ne le crois pas. Il y a un vrai risque. Et moi, j'attendrai des représentants d'Emmanuel Macron de me laisser la liberté de pouvoir faire barrage à Marine Le Pen tout en gardant mon projet politique, mes convictions, mes valeurs et de pouvoir les porter dans les années qui suivent. J'attendrai ça de vous, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a suffisamment de prudence, justement, dans le camp Macron avant ce second tour? Je crois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de lucidité et beaucoup d'envie de rassembler. Le mot d'ordre d'Emmanuel Macron, c'était depuis toujours rassembler autour de nous. Rassembler des gens qui sont des progressistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Certains l'ont déjà fait aujourd'hui parce qu'on peut rester chacun dans ses convictions et dans le même temps partager les mêmes envies de porter des réformes qui sont intéressantes pour le pays. Parce que les Français ne se lèvent pas le matin en disant « je vais passer une bonne journée de droite ou une bonne journée de gauche ». Ils veulent passer une bonne journée. Ouais. Et pour ce faire, il faut que j'en ai autour de la table. Voilà. En fait, il est proposé aux Français un référendum. Les choses sont très claires. Il y a d'un côté la femme du peuple, de l'autre côté il y a l'homme des banques. Oh là là. Et vous êtes... Mais bien sûr, monsieur, mais bien évidemment, vous savez, ce matin, vous savez, à la première heure, qu'est-ce que j'ai entendu aux informations? C'est toutes les actions d'LVMH, toutes les actions ont grimpé parce que le capital était ravi, bien évidemment, et les capitaux ravis que monsieur Macron soit au second tour. Et vous savez, ça, c'est clairement l'illustration que c'est l'homme du système et qu'il est l'homme des banques et l'homme de la finance. Et vous le savez très bien, monsieur. Il y a en face la candidate du peuple. Bien écoutez, les gens devront, dans 15 jours, se prononcer. Ils aiment la France, ils veulent un retour aux souverainetés, à l'indépendance de la France. Ils veulent que la France retrouve son rayonnement historique, ou bien ils veulent l'Europe de Bruxelles et la soumission à Bruxelles. Eh bien voilà, c'est ça le référendum qui propose aux Français. Une candidate qui n'aime pas l'Europe, mais qui aime l'immunité européenne. Qui aime l'immunité européenne pour parler devant la justice. Et qui n'aime pas l'immunité européenne. Qui aime l'immunité européenne pour parler devant la justice. Faire un barrage à Marine Le Pen est pour moi pas un programme politique. Revenons à ce qui s'est passé hier, le 23 avril. Nous avons eu un 21 avril à l'envers. Et le 21 avril 2002, on a parlé de séisme électoral. Et là, ce qui me rend triste, c'est que maintenant, d'avoir le Front National au deuxième tour, ça fera partir des fondamentaux de toute élection présidentielle. C'est bien, il faut s'y habituer. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles, pour ma part, je n'hésite pas à faire barrage contre le Front National, mais je ne crois pas que la politique qui est proposée par Emmanuel Macron soit de nature à faire reculer durablement cette espèce de spirale de montée progressive du Front National qui se nourrit des impuissances que nous avons à répondre à l'aspiration de nos écosystèmes. Voilà. Et donc moi je crois que la poursuite d'une politique libérale ouvre la porte à de nouveaux progressions du Front National et moi je veux le combattre à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est pourquoi je distingue sur ce point, effectivement, certains s'inquiètent que 5 ans d'Emmanuel Macron, eh bien, ça donne encore plus de pouvoir à Marine Le Pen pour 2022. La France n'a pas besoin de division inutile. La France n'a pas besoin aujourd'hui d'immobilisme. La France a besoin aujourd'hui de retrouver les moyens pour avancer. Je constate qu'Emmanuel Macron, parti de rien il y a 1 an, arrive aujourd'hui avec plus de 8 millions d'électeurs au premier tour, ce qu'il ne s'est jamais vu. Merci le système et merci les médias. Ce qu'il ne s'est jamais vu. Et qu'il était le seul qui s'était fixé pour ambition d'être... Tout le monde disait il y a 2 mois que Marine Le Pen serait en tête au premier tour avec un score extravagant. Le seul qui arrive à battre Marine Le Pen au premier tour, c'est déjà Emmanuel Macron. Il est devant. C'était un pari. C'était un pari difficile que nous avons réalisé. Nous sommes en tête au premier tour. Ça n'est pas une arrogance. C'est aujourd'hui que la volonté de rassemblement rencontre une majorité de Français aujourd'hui. D'accord, mais vous ne faites que 24%. Sur ça, la responsabilité de Marine Le Pen aussi, puisqu'elle a ce score historique, on le disait. Mais est-ce qu'elle peut rassembler justement en dehors de son électorat traditionnel, par exemple? On parlait de cette fracture, de cette France coupée en deux. Est-ce qu'elle peut s'adresser justement aux grandes villes? C'est bien évidemment son objectif. Le premier tour est révolu. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle campagne. Les compteurs seront mis à zéro et Marine Le Pen va incarner un rassemblement présidentiel. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de personnalités qui vont se rallier au Front National et vous verrez qu'on aura de belles surprises. Et elle souhaite incarner aujourd'hui un rassemblement présidentiel. Qui, par exemple, vous avez déjà des noms à nous donner? C'est pas moi, bien évidemment, qui, d'une part, usabilité, et c'est vraiment pas le moment de vous exprimer cela, mais Marine Le Pen va incarner ce rassemblement patriote, ce rassemblement national. Eh bien, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le second tour
est en marche, enfin la victoire est en marche, et je suis content qu'en effet maintenant, l'espace médiatique d'ailleurs puisse aujourd'hui se réduire à 2 personnes, puisque il faut reconnaître que les messages politiques et de fond étaient assez inaudibles ces dernières semaines, car 11 candidats, si la démocratie a été respectée, c'est une bonne chose. Il faut reconnaître que les messages ont été assez inaudibles, notamment avec le projet de M. Macron. Avec un débat qui sera organisé entre Emmanuel Macron qui a accepté Marine Le Pen. J'attends impatiemment que M. Macron nous présente son projet, parce qu'aujourd'hui les Français ne comprennent rien. Je constate que nous avons une gauche divisée. Et la perspective, ce sont les élections législatives. Et elles vont être très difficiles, parce que pour être au second tour, il faut avoir 12,5% des inscrits, ce qui équivaut à 20% des votants. Et actuellement, quand on regarde un petit peu la carte électorale dans cette France divisée, le Front National est pas loin des 20%. Nous allons devoir nous battre pour gagner le territoire circonscription par circonscription pour donner un espoir de redressement de la France. Olivier d'Artigol et ensuite François Patriat pour conclure. Moi, ce que je souhaite, c'est battre Marine Le Pen au second tour et puis engager... Oui, mais c'est le mien. Mais pourquoi vous me coupez la parole? Je vous ai laissé. Allez-y, Olivier d'Artigol. Donc c'est battre, oui, en effet, battre Marine. Il faut accepter cette démocratie. C'est battre Marine Le Pen au second tour, continuer la belle dynamique avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a un retour de la France de gauche aussi. Elle n'est pas au niveau où j'aurais souhaité, elle ne se qualifie pas au second tour, mais il y a quelque chose dans les prochaines semaines, les prochains mois, à refonder. Et avec une gauche qui enfin a basculé du côté de l'antilibéralisme, de l'anti-austérité, de la défense des services publics, de l'emploi, de l'avenir pour notre jeunesse. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, et tant mieux. Ouais. François Patriat pour conclure. Si je regarde dans les grands partis dominants qui ont gouverné, auxquels j'ai appartenu pendant près de 40 ans, à l'intérieur des Républicains, ils ne sont d'accord sur rien. Regardez ce soir le débat. À l'intérieur des socialistes, entre Manuel Valls et Benoît Hamon, ils ne sont d'accord sur rien. Comme ils disent, ils ne sont d'accord sur rien. Il dit lui-même. Et ensuite, je voudrais, en conclusion, je voudrais le dire, quand même, que ceux qui aujourd'hui disent le Front républicain, ça n'existe pas. Je regrette, chers amis, M. Estrosi est dans les Hauts-de-France. Ils ont été contents de trouver le Front républicain pour éviter que le parti de Mme Le Pen arrive au pouvoir dans les régions. Ils étaient très contents de le faire et aujourd'hui, j'aimerais bien que parfois on s'en rende compte et qu'on appelle un peu plus à l'unité nationale qu'à des querelles de partis qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, merci. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On continue d'analyser et de décrypter les résultats de ce premier scrutin, mais aussi les enjeux du second tour. On vient d'en parler, de cette ascension fulgurante d'Emmanuel Macron. Il y a un an à peine, il a créé son mouvement. Il se retrouve propulsé aujourd'hui au second tour de cette présidentielle. Hier, il a fêté sa victoire dans un café du 6e arrondissement de Paris, la Rotonde. C'est peut-être d'ailleurs son premier faux pas dans cet entre-deux-tours. Flora Sauvage. Au lendemain de la fête à la brasserie La Rotonde, dans le 6e arrondissement de la capitale, les critiques fusent. Hier soir, Emmanuel Macron quitte la porte de Versailles pour aller sabrer le champagne avec ses proches, en compagnie de l'actrice Line Renaud et de l'animateur Stéphane Bern. Des réjouissances, alors que le candidat du mouvement En Marche est qualifié au second tour face à une Marine Le Pen au score historique. Ce matin, les proches du favori des sondages tentent de gommer la comparaison avec le Fouquet's, où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire au soir de son élection. Hier, c'était naturellement un moment de joie, puisque notre candidat a été placé en tête du premier tour par les Françaises et les Français. Mais aucune euphorie, la victoire n'est pas acquise. Il nous faut continuer à faire campagne, à expliquer notre programme et à rassembler les Françaises et les Français. Au programme de ces 15 jours, négocier pour trouver une majorité aux législatives s'il est élu le 7 mai et probablement un meeting à Amiens, sa ville natale. On le voit bien, c'est vrai que la France est coupée en deux. Mais là où aujourd'hui il n'y a pas de dynamique, il faut en redonner une et donc construire cela ensemble, l'État et les territoires. Ce matin, Emmanuel Macron engrange les soutiens. François Hollande appelle à voter pour lui, tout comme le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Et pour mieux convaincre les indécis, le candidat du mouvement En Marche a accepté de participer au débat de l'entre-deux-tours contre Marine Le Pen le 3 mai. Et on retourne en direct du QG d'Emmanuel Macron à Paris où nous attend notre journaliste Mickaël Zamès. Bonsoir Mickaël, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la stratégie qui va être mise en place par le candidat d'En Marche dans cet entre-deux-tours ? Ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de trancher. Voilà, il y a une réunion qui se tient depuis 18h ici au 5e étage dans du bureau d'Emmanuel Macron. On doit définir la stratégie et l'agenda à suivre. Quelle ville ?
quel meeting, où va-t-il se déplacer? Il était question d'Amiens, mais finalement ça a été mis en suspens jusqu'à nouvelle décision. Il pourrait y avoir un meeting, on choisirait plutôt une ville où Marine Le Pen serait arrivée en tête, ou en tout cas aurait beaucoup voté pour le Front National. Pour l'instant, cette stratégie, eh bien, elle reste encore à définir, et l'agenda également, ça ne saurait tarder visiblement. Ce qu'on sait, c'est que l'agenda est chargé pour Emmanuel Macron, car il y avait une autre réunion dans la foulée, dans un autre bureau concernant les élections législatives. François Bayrou était là, on l'a vu partir un petit peu plus tôt, vers 18h30 dans ces eaux-là. Il n'a rien voulu dire, pas un mot sur la stratégie et sur les futurs candidats aux élections législatives. On nous promet une vague de candidats d'ici quelques jours, en tout cas avant l'entre-deux tours. Il est question aussi de crédibilité pour le mouvement En Marche qui veut 577 candidats. Mais évidemment, dans cette journée, on a beaucoup parlé ici du soutien de François Hollande à Emmanuel Macron, un soutien républicain face à la menace du Front National. Emmanuel Macron lui a répondu sur les réseaux sociaux par un simple merci, en fait un service minimum de la part d'Emmanuel Macron, sachant que les deux hommes, vous savez, il y a souvent des histoires de collusion, peut-être d'héritiers, en tout cas visiblement c'est ce que semble mettre en avant le Front National, les deux hommes qui vont se retrouver dès demain pour un hommage aux policiers qui a été tué dans les attentats la semaine dernière. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces précisions. Alors, on évoquait le score historique du Front National. C'est en effet une large progression pour Marine Le Pen. Les explications de Sandra Cerquera. Une commune sur 2 et un département sur 2 ont voté pour le Front National. Le FN n'est pas le premier parti de France, comme l'espérait Marine Le Pen, mais il poursuit sa progression. En 5 ans, il a gagné plus d'1 million de voix par rapport au premier tour de la présidentielle de 2012. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française. Mais Marine Le Pen, donnée au second tour par tous les instituts de sondage depuis plus d'1 an, n'a pas fait la campagne triomphale dont elle rêvait. Ses interventions lors des débats télévisés n'ont pas été particulièrement remarquées. Tombée à la 2e place courant mars, puis talonnée par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, la candidate FN montre même certains signes de fébrilité dans la dernière ligne droite. Il y a d'abord eu la déclaration sur la rafle du Veldiv, des rendez-vous médiatiques ont été annulés à la dernière minute, et même un changement de braquet dans les dernières semaines avec un discours beaucoup plus musclé sur l'immigration, affirmant même durant la campagne que si elle avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'attentats en France en 2015 et 2016. Et puis dans cet entre-deux-tours, Marine Le Pen a choisi de rester dans les Hauts-de-France, une région dans laquelle elle a confirmé son ancrage territorial. Toute la journée, elle était sur le terrain à la rencontre de ses électeurs, car pour elle, c'est une nouvelle campagne qui commence face au Front républicain qui se met en place. Sandra Cerquera. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va bien, merci. C'est sur un marché, non loin d'Hénin-Beaumont, que Marine Le Pen commence sa campagne du second tour. L'objectif est bien de donner l'image d'une candidate de terrain, déterminée, alors que bon nombre d'élus de droite et de gauche appellent au Front républicain pour lui faire barrage. Le vieux Front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaye de se coaliser autour de M. Macron. M. Macron est faiblard, puisqu'il avait même, le lendemain de l'attentat, indiqué qu'il n'allait tout de même pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit. Insister sur la lutte contre le terrorisme, un thème par lequel elle entend se démarquer d'Emmanuel Macron. Elle qui avait imaginé occuper la première place, doit trouver les moyens de relancer sa campagne pour créer une dynamique et convaincre de nouveaux électeurs. À droite chez les orphelins de Fillon, mais aussi à gauche chez les mélenchonistes effondrés. En coulisses, les frontistes travaillent déjà activement sur les ralliements. Voilà, et on va continuer l'analyse et le décryptage des enjeux de ce second tour, mais aussi des résultats de ce premier tour avec mes invités dans le débat. C'est tout de suite.
Et mes invités ce soir, Bruno Cotresse, bonsoir, vous êtes politologue, chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF, merci d'être avec nous. Emmanuel Rivière est également sur ce plateau, bonsoir, directeur général France de Kantar Public, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Arnaud Mercier, vous êtes professeur en communication politique à l'Université Paris 2. Premier enseignement, Bruno Cotresse, de ce premier tour, c'est clairement la fin des partis traditionnels. Le Parti Socialiste et le Parti Les Républicains sont éliminés dès le premier tour. Quelle lecture faites-vous de ce coup de tonnerre? C'est peut-être aller vite en besogne de dire que c'est la fin, notamment je pense pour les Républicains, puisque François Fillon est éliminé. En même temps, il est à pratiquement 20%. C'est pas du tout la même chose qu'avec Benoît Hamon à 6%. Et puis par ailleurs, je pense que les deux principales, ces deux forces politiques, elles entendent bien sans aucun doute essayer de trouver le moyen de plus ou moins survivre. Ça va être beaucoup plus difficile du côté du Parti Socialiste, semble-t-il. Mais néanmoins, il y a en étau entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont pris en étau, ils viennent de prendre un sacré uppercut, notamment je pense le Parti Socialiste. Et à partir de là, il y a tout l'enjeu de la reconstruction. Mais les reconstructions dans les organisations politiques, ça peut aller des fois très vite ou un peu plus lentement. Là, je pense qu'on est dans quelque chose qui va sans aucun doute attendre déjà la présidentielle. On va voir surtout l'enjeu des législatives. Qu'est-ce que ces deux partis politiques vont faire par rapport aux législatives? Les Républicains, c'est clair, ils veulent essayer d'obtenir une majorité et d'imposer une cohabitation au président, quel qu'il soit. Et puis du côté du Parti Socialiste, il y a là la grande question qui est que faire vis-à-vis du mouvement politique d'Emmanuel Macron, comment les députés sortants vont faire. Et donc bien sûr, tout ça conditionne fortement l'avenir à court terme de ces deux partis. Emmanuel Rivière, finalement, le résultat hier issu de ce premier tour est conforme aux prévisions des sondeurs qui avaient vu justement cet effacement petit à petit de ces partis traditionnels dans cette élection présidentielle. Oui, et d'ailleurs, au-delà des enquêtes d'intention de vote, en fait, dans nos enquêtes sur plusieurs dizaines d'années, on constate, au-delà pour contextualiser ce que dit Bruno Cotresse, un affaissement, effectivement, des partis. C'est-à-dire que la popularité des partis ces 5 dernières années était historiquement très faible pour l'ensemble des partis. Qu'il y a un parti de temps en temps, parce qu'il est marqué par des affaires ou au pouvoir est très discrédité, qui plonge avec une très mauvaise image, c'était déjà arrivé. Mais que tous les partis passent comme ça avec une image très faible. Par ailleurs, quand on se compare aux autres pays européens, on constate que partout en Europe, dans l'Union européenne, l'image des partis, c'est pas flamboyant. La moyenne doit être oscillée entre 16 et 18% de confiance. Mais il se trouve qu'on tient de matière structurelle en France le record d'Europe de la défiance, avec simplement 45% des gens, selon les vagues de l'Eurobaromètre, qui disent faire confiance dans les partis politiques. Donc il y a un reproche qui est adressé à, évidemment, l'exercice du pouvoir en alternance par les deux grands partis, c'est eux qui drainent contre eux beaucoup de cela. Mais je crois qu'il y a aussi dans la forme partisane, et donc un peu dans la manière d'organiser la vie politique, de l'orchestrer, de la donner à voir aux citoyens, quelque chose qui est un petit peu obsolète. Ouais. Arnaud, merci. Quelle lecture faites-vous de ces deux visages qui ont émergé hier soir sur nos écrans? Ça incarne le renouvellement aujourd'hui de l'offre politique, Emmanuel Macron, Marine Le Pen? Ça peut paraître paradoxal, mais je vais dire oui quand même. Je dis paradoxal parce que Marine Le Pen, c'est quand même la digne héritier de son père qui travaille la vie politique depuis 30 ans, qu'on connaît depuis... Enfin, quand je dis 30 ans, le Front National a été quand même créé en 1972. Donc, et en même temps, et Emmanuel Macron, il est, tout le monde le sait, énarque, banquier, ancien conseiller du président, ancien ministre. Et pour autant, oui, je crois qu'on peut dire que une partie des motivations de vote, ça a été ce que Jean-Luc Mélenchon avait théorisé comme étant le dégagisme. Ça a été cette volonté d'essayer de faire en sorte que ce soit des têtes nouvelles et surtout des structures nouvelles qui arrivent. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les partis politiques, c'est très frappant de voir que Emmanuel Macron crée un mouvement, il n'appelle surtout pas ça parti politique, c'est En Marche, que même chose pour la France Insoumise, même chose pour les Républicains d'ailleurs. Enfin, donc on voit bien qu'ils ont intégré cette idée qu'il fallait essayer de rénover la façon d'organiser le militantisme citoyen. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Bruno Oui, bien sûr. Globalement, on voit cette crise de confiance dans les organisations politiques traditionnelles et on voit dans toutes les démocraties apparaître des nouvelles formes.
c'est pas seulement En Marche ou c'est pas seulement la France insoumise. On avait vu en France il y a quelques mois Nuit debout. On voit dans d'autres pays d'autres formes de manifestations. Et donc on voit qu'effectivement l'institution, que le parti comme institution est clairement en crise. C'est sans aucun doute lié au fait que les grandes idéologies qui étaient portées par ces grandes organisations politiques elles-mêmes ont été fortement touchées par une réalité devenue de plus en plus complexe, évidemment. Et puis c'est aussi lié à ce que les sociologues appellent la tendance à l'individualisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les générations ont passé, on voit de plus en plus une tendance à l'autonomie. L'autonomie, c'est pas seulement l'autonomie dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi l'autonomie par rapport à toutes les structures verticales, que ce soit, par exemple, les croyants aujourd'hui ne croient plus dans l'Église comme ils croyaient il y a 30 ou 40 ans. C'est aussi l'autonomie par rapport à l'autorité verticale dans toutes ses dimensions, et notamment par rapport à l'organisation partisane dans la vie politique. Et ça, Emmanuel du coup, on a un vrai paradoxe, pour ajouter au paradoxe qu'évoquait tout à l'heure Arnaud Mercier, c'est qu'effectivement, il y a cette demande-là, cette demande sociale, finalement, on ne veut plus être embrigadé, on ne veut plus appartenir, on a envie de structures très libre-service, où on va s'épanouir à la carte. Un peu à la carte. Ouais. Et là, les deux visages mais pas pour le Front qui National, apparaissent derrière vous Emmanuel sont porteurs d'une promesse, mais dans un schéma qui est quand même un tout petit peu monolithique. C'est-à-dire que, bon, En Marche, vous enlevez Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a donné à son mouvement, qui n'est pas un parti, ses initiales. Front National, donc plus de 40 ans d'existence, 2 présidents, un patronyme. Donc il y a quelque chose de paradoxal en voyant le succès de, malgré tout, quelque chose qui est très tiré par la tête. Si on s'intéresse un instant au cas Emmanuel Macron, à cette ascension fulgurante, parce que c'est vrai que c'est quand même une première aussi dans l'histoire de la Ve République. Jamais un candidat élu n'accède au second tour d'une élection présidentielle. Comment vous la voyez, cette ascension? Est-ce qu'il a bénéficié d'un réel vote d'adhésion, ou est-ce que c'est clairement le vote utile avec Benoît Hamon, dont la candidature s'était un peu effacée et qui a aussi perdu beaucoup de voix avec la dynamique Jean-Luc Mélenchon, qui explique aussi cette ascension fulgurante d'Emmanuel Macron? Écoutez, d'abord, pour vous répondre, c'est très simple. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est fromage et dessert. C'est qu'il est évident que vous ne pouvez pas opposer l'idée qu'il n'y aurait que des électeurs qui ont adhéré et que des électeurs qui ont choisi par défaut. C'est forcément un cocktail. La question, c'est le poids relatif, la proportion. C'est un petit peu plus compliqué à dire. Moi, pour avoir discuté fait des interviews avec des journalistes au moment de sa démission, donc à l'été dernier. Je me souviens d'une longue discussion avec une journaliste qui me disait « je ne comprends pas » et tout. Et je lui ai dit « mais si, croyez-moi, Emmanuel Macron peut incarner une forme de rupture. Il peut incarner une forme de vote protestataire. Je sais bien que ça paraît... Et je lui disais, mais regardez, Donald Trump, il est bien milliardaire, il est en train d'incarner la défense des petits ouvriers blancs qui se jugent en paupérisation. Les électeurs nous disent exactement la même chose. Promesse de renouvellement, une espèce de promesse. Lui n'a jamais finalement appartenu à un parti. Exactement. Et sa grande chance, c'est ça, c'est qu'il n'a jamais été élu. Et je me souviens de cette discussion, c'était... Mais à côté, c'est quand même pas... Il ne peut pas imaginer sérieusement être élu président de la République, alors que ça sera la première fois qu'il concourt au suffrage universel à une quelconque élection. J'ai dit, si, c'est justement sa force. Parce que la réponse qu'apporte Emmanuel Macron à une des critiques qui est souvent faite dans la vie politique par les Français, les sondeurs la connaissent bien, c'est l'excès de professionnalisation de la classe politique. Et donc, se dire... Les Français sont prêts à prendre ce risque, à élire quelqu'un justement qui manque un peu d'expérience sur son côté junior. Je pense que l'une des forces, pour en rajouter, l'une des forces de la construction d'Emmanuel Macron par lui-même a été d'envoyer comme message aux Français, moi j'ai pas eu besoin de faire de la politique dans ma vie pour devenir riche, éventuellement. Exactement. Et alors que beaucoup de Français disent mais comment se fait-il qu'à la fin d'une carrière politique, on puisse être devenu riche? Lui dit non, mais moi j'ai devenu riche, puis après je fais de la politique. Je me suis appauvri en faisant de la politique. C'est une forme, oui bien sûr, il a beaucoup insisté sur cette idée. J'ai démissionné de la fonction publique, j'ai payé ce que je devais à l'État. Et par ailleurs, je pense que dans le phénomène Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui a été sous-estimé. Notamment au début de sa démarche, quelque chose qui a été sous-estimé, qui était que Emmanuel Macron représentait une vraie demande qui s'exprime dans la société française
que quelque chose de plus fluide se passe dans notre pays. Et c'est le cœur de son discours qui est de rendre la société française plus mobile, plus fluide. Ça parle à un certain nombre de secteurs d'activité. Et au-delà de ces secteurs d'activité, les CSP+, etc., ça parle aussi à d'autres milieux. Il y a d'autres milieux qui peuvent dire, finalement aussi le système qui est censé nous protéger, il ne nous protège pas. Pourquoi ne pas tenter quelqu'un qui dit, il faut faire bouger ce système et le mettre en marche. C'est une nouvelle campagne, pardon, aussi Emmanuel Rivière, qui s'ouvre aujourd'hui pour lui. On sait que le Front républicain s'annonce peut-être moins massif en sa faveur qu'il ne l'a été en 2002. Il ne peut pas faire uniquement campagne sur cet argument. Je suis le meilleur barrage au Front national. Non, de toute façon, je pense que ce serait une erreur de faire une campagne en parlant de son adversaire. Les atouts d'Emmanuel Macron qui permettent qu'il ait cette image, c'est effectivement l'histoire qu'il a commencé à raconter. Et donc, s'il veut gagner, je pense qu'il faut qu'il continue à raconter son histoire et non pas cette histoire-là. D'ailleurs, j'ai trouvé, mais je ne suis pas sûr d'être très compétent pour en juger, étrange cette nouvelle thématique des patriotes contre les nationalistes. Les gens qui suivent Emmanuel Macron depuis le début ne le suivent pas au prétexte qu'il serait un patriote. C'est autre chose qu'ils attendent de lui. Ou alors, il faudrait expliquer exactement ce qu'il entend par là. Et après, ça ne veut pas dire que dans le score qu'il aura, il n'y aura pas une grande part de l'opposition à Marine Le Pen. On n'aura fait qu'éliminer à tous les tours de ces séries d'élections, de cette série électorale. Donc, alors, on avait l'habitude de dire à la présidentielle, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Ce serait paradoxal que, alors qu'on a fait qu'éliminer, on n'élimine pas aussi au second tour. Avant de continuer cette analyse, messieurs, je vous propose de retrouver notre journaliste Tam Tranoui qui est devant le QG des Républicains, parce qu'il y avait ce soir un bureau politique. Tam, le bureau, c'est terminé. Que s'est-il dit ? Et oui, on pensait que le bureau politique durerait très longtemps, 2h30, 3h, et qu'il y aurait de grandes tensions autour de la question du second tour. Fallait-il appeler à voter explicitement pour Emmanuel Macron, ou faut-il au contraire s'opposer à la question du Front républicain? Bien finalement, moins de 2 heures après le début de cette réunion, les Républicains sont arrivés à une position commune avec un communiqué dans lequel ils appellent à faire barrage au Front national sans appeler à voter explicitement pour Emmanuel Macron, de quoi convaincre les plus réticents, ceux qui étaient fermement opposés au Front républicain. Je vous propose d'écouter Nadine Morano et Alain Joyandet. On a perdu le premier tour de l'élection présidentielle, les conséquences sont majeures pour notre famille politique. Nous avons un point d'unanimité qui est que nous sommes opposés au Front National. Notre combat maintenant, il s'inscrit dans la démarche législative. Personne ne voulait d'Emmanuel Macron arriver à 23% et personne ne voulait non plus de Marine Le Pen. C'est notre candidat qui a perdu, c'est pas nos idées. Il y a un consensus très très large, je ne sais pas ce que disent les uns et les autres, mais en tout cas il y a eu un consensus sur ce texte final, voilà, qui rassemble différentes positions qui étaient difficiles à concilier. C'est vraiment très compliqué pour nous en ce moment. Ceux qui étaient donc fermement opposés au Front républicain et au fait d'appeler à voter explicitement pour Emmanuel Macron se sont donc rangés derrière ce communiqué, tout comme ceux qui voulaient voter explicitement pour Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé. Le bureau politique s'est déroulé dans des conditions qui étaient évidemment difficiles parce que nous sortons d'un désastre électoral. Ce qui est vrai maintenant, c'est qu'il nous faut construire l'avenir, hiérarchiser les problèmes parce que c'est un désastre qui s'est produit hier et que cette reconstruction, elle doit passer par différentes étapes. La première d'entre elles, c'est évidemment de faire battre Marine Le Pen. Pour la faire battre, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et nous avons acté, heureusement, que l'abstention n'était pas possible et qu'il fallait évidemment se prononcer contre l'extrême droite française. Et donc pour cela, pour Emmanuel Macron, chacun le dira avec ses mots. Moi je l'ai dit de manière extrêmement claire. Et puis ensuite il faudra construire l'avenir. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Notez que cependant derrière cette apparente unanimité, il s'est caché aussi des rancœurs. On a notamment vu le député Pierre Lelouch qui est parti bien avant les autres, furieux qu'il n'y ait eu aucun vote pour ce communiqué. Pour lui, appeler à faire barrage au Front National sans appeler à voter explicitement pour Emmanuel Macron, c'est tout simplement une hypocrisie. Vous le comprenez, donc toujours bien des tensions du côté des Républicains.
Merci beaucoup, Tam. Arnaud, merci. On vient de voir, il y a ce communiqué commun, effectivement, les LR qui appellent à faire barrage au Front National et à voter pour Emmanuel Macron. Mais il y a cet électorat qui a voté François Fillon, pas sûr qu'il respecte cette consigne de vote et qu'il se reporte directement sur Emmanuel Macron au second tour. Non, ça, c'est vrai de tous les forces politiques et de tous les leaders, notamment les leaders battus, qui ne sont pas forcément dans la meilleure disposition pour être accueillis avec bienveillance lorsqu'ils donnent une consigne de vote. Je crois que oui, bien sûr, il y a des éléments de clivage qui traversent profondément la société, des postures vis-à-vis de ce qu'on appelle le libéralisme culturel, on l'a bien vu, l'avortement, le mariage gay, ce genre de choses, le libéralisme économique, est-ce qu'on est pour ou contre l'intervention de l'État, la position vis-à-vis de l'Union européenne. Sens commun, pour l'instant, n'a pas donné de consigne de vote, ne prend pas position. Mais du coup, le problème, c'est que, si vous voulez, il y a une espèce de matrice de clivage qui font que les combinatoires sont différentes en fonction des partis et même parfois en fonction du candidat qui va incarner le parti à un certain moment. Et donc, effectivement, c'est très compliqué d'espérer que les électeurs qui vous ont suivi absolument à la lettre parce qu'ils se sont reconnus, à commencer par votre propre candidat, pourtant pour qui vous avez voté, sur tous les critères, j'allais dire. Donc, à partir de là, vous allez avoir des électeurs qui vont juger, qui vont hiérarchiser leurs critères et qui vont se dire ok, mais moi, le plus important, c'est la question européenne. Et donc, sur la base de la question européenne, je voterai Macron parce que je ne veux pas prendre le risque de... Ça, on l'a déjà dit, c'est même la ligne de défense de Fillon hier soir. Donc, et il y en a d'autres qui vont considérer que le conservatisme moral est prioritaire et que Macron, il incarne un peu trop un certain libéralisme culturel et qui choisiront peut-être de voter Marine Le Pen. Bruno Cotresse, c'est vrai qu'il y a une partie de la droite traditionnelle, catholique, qui pourrait se retrouver notamment dans le courant aussi incarné au sein du Front National par Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Si on parle des électeurs, oui, bien sûr, il y a une partie de l'électorat de la droite qui est encore assez conservateur et qui peut se retrouver dans certaines thématiques du Front National, peut-être pas toutes les thématiques du Front National, mais en tout cas, sur certaines zones, il peut y avoir effectivement recoupement. Et on voit depuis quelques années certaines porosités qui existent entre ces familles idéologiques, entre ces électorats. Donc, effectivement, du point de vue des électeurs, ce n'est pas parce que les chefs d'état-major indiquent des consignes de vote que ça va forcément embrayer. Alors, ils jouent à un autre jeu, d'une certaine manière, les instances des partis politiques. En l'occurrence, je trouve vraiment intéressant ce qui se passe du côté des Républicains. On part à l'urgence. L'urgence, c'est de montrer que on joue le jeu, on appelle à voter Emmanuel Macron. D'une certaine manière, on prend date aussi, parce que si Emmanuel Macron gagne la présidentielle, on se rappellera son souvenir à un moment donné en lui disant que on est là parce qu'aussi il est là parce qu'aussi ils l'ont soutenu. Et puis en même temps, il y a tout de suite une deuxième ligne de front qui est, d'accord, ça c'est pour la présidentielle, objectif les législatives, et on voit que très clairement, ça va être la matrice des Républicains entre les deux tours, qui est on fait notre devoir pour la présidentielle. Par contre, on a comme ligne de mire une cohabitation sur les législatives. Emmanuel Ribière, si on parle de Marine Le Pen, il y a effectivement cette présence au second tour avec ce record historique de voix, 7,6 millions d'électeurs qui se sont portés vers Marine Le Pen. Et pourtant, elle n'est pas arrivée en tête face à Emmanuel Macron. Ça va lui manquer cette dynamique aussi au second tour, selon vous? Oui, c'est plutôt une contre-performance. Alors, pas la comparer évidemment au dernier sondage ou au sondage de l'automne, mais enfin il y avait bien une série de sondages qui montraient qu'il y avait une décrue de la part des électeurs qui voulaient voter Marine Le Pen, mais on peut simplement comparer les éléments comparables. C'est un record du nombre de voix pour le Front National. Elle gagne 1 million de voix par rapport au régional. Mais il y a 10 millions de votants en plus. Voilà, sur les 10 millions de votants en plus, pour le dire autrement, mais il n'y en a que 10% qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc effectivement, c'est en deçà sans doute de ce que le Front National espérait, après avoir dominé chacune des élections pendant 3 scrutins, les départementales, les européennes et puis les régionales. Et effectivement, votre sujet, je crois, a montré les moments que l'on a ressentis, y compris dans les gens qui témoignaient de leur ressenti de la campagne, comme étant des moments difficiles pour Marine Le Pen. Veldiv, qui était, de mon point de vue,
absolument une maladresse, en tout cas, quelque chose qui faisait une piqûre de rappel de la dangerosité aux yeux de certains électeurs du Front National. Et puis la manière dont elle a été bousculée aussi dans les débats. Un retour assumé aux fondamentaux aussi de la part de la candidature. Je ne sais pas s'il est assumé ou pas assumé, en tout cas, ça a un vrai effet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu, pendant ces dernières années, un élu du Front National faisant une remarque outrageusement raciste à l'encontre de Christiane Taubira ou d'autres, des remarques extrêmement violentes, ou des allusions au passé du Front National à Jean-Marie Le Pen et ces allusions à caractère révisionniste ou antisémite, immédiatement, il y avait un décrochage de Marine Le Pen qui a pourtant fait tous les efforts possibles pour se détacher de tout cela et que d'un coup, tombe dans ce faux pas. Donc oui, pour Marine Le Pen, il aurait fallu sortir en tête pour gagner et il aurait même fallu sortir nettement en tête pour avoir un espoir de victoire au second tour. Ouais. Elle peut inverser cette contre-performance dans cet entre-deux tours, Arnaud Mercier. Non, c'est pas possible parce qu'il y a un véritable plafond de verre au-dessus de Marine Le Pen, c'est la question européenne. C'est-à-dire que, vous voyez, Jean-Marie Le Pen, il avait une vision claire des choses. Il voulait rester le trublion du système politique. Il n'aspirait pas à prendre le pouvoir. C'est très clair. Et à la limite, j'allais dire, quand il se banalisait, eh ben, il ressortait un coup des points de détail, de révisionnisme, etc., pour se re-radicaliser aux yeux de tous pour éviter cette banalisation. Marine Le Pen, elle a pris très au sérieux l'idée qu'il y a un projet de montée progressive pour accéder un jour au pouvoir. Par exemple, elle a investi, ce que ne faisait jamais son père, sur les élections municipales, sur les élections cantonales, avoir un maillage territorial, avoir un réseau de militants et d'élus d'expérience qui labourent le terrain et qui devront servir un jour à la présidentielle. Donc, pour ça, elle a un vrai projet. Mais le problème, pour l'instant, c'est qu'une partie de ce qui fait qu'elle attire des électeurs, c'est sur une certaine forme de radicalité qui est celle d'une opposition très forte à la construction européenne, la disparition de l'euro, ce genre de choses, l'abandon. Et là, il y a toute une partie de l'électorat, y compris un électorat âgé, de droite, conservateur, classique, qui pourrait potentiellement, dans d'autres circonstances... Qui s'inquiètent de cette mesure. Mais c'est pas qu'ils s'en inquiètent, c'est qu'ils trouvent que c'est une hérésie. Et donc, mais c'est pour ça qu'elle est un peu assouplie. Tant qu'elle n'arrive pas à sortir de cette posture anti-européenne, elle aura ce plafond de verre devant elle. Bruno Cottresse. Je pense qu'effectivement, l'une des difficultés du Front National sur la question européenne, c'est que la question européenne, elle a deux dimensions. Elle ne peut pas se résumer à une seule dimension, être pour ou contre la construction européenne. Ça, c'est le clivage de Maastricht et au fond, le clivage entre les intégrationnistes et les souverainistes. Ce clivage est dépassé très largement. Il représente les pro-intégrationnistes et les pro-souverainistes ne représentent plus qu'une minorité d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le vrai clivage en France, c'est sur les orientations et les modalités de la construction européenne. Donc au fond, le point aveugle pour le moment dans le discours de Marine Le Pen et dans son programme, c'est partir peut-être de l'idée qu'il n'y aura pas de Frexit et par contre se poser en héros d'une autre Europe. Alors là, c'est très difficile parce que de toute façon, il y a une contradiction entre être dans l'Europe et vouloir le repli sur les frontières de l'État-nation. C'est très difficile, mais il y a là effectivement une sorte de contradiction impossible. Et effectivement, sur le principe de l'intégration européenne, la France dans ou en dehors de l'Europe, il n'y a pas de majorité pour le moment en France pour faire sortir la France de l'Union. Au lendemain du Brexit, nous avons réalisé une enquête sur la perspective du Frexit et dans l'analyse de cette enquête, nous avons écrit « Le Brexit sera une fausse bonne aubaine pour le Front National ». Le sondage ne sont pas des prévisions, il n'est pas interdit d'en faire dans les analyses parce qu'en fait, il y a cette grande différence avec les Britanniques, c'est que les Français ne croient pas aux chances de la France supérieure. Ils sont trop inquiets pour le pays pour penser qu'on sortirait mieux. Et donc, sur le plafond de verre, il y a cet électorat que décrivait Arnaud Mercier, l'électorat âgé, qui a permis le Brexit, qui a facilité l'élection de Trump et qui est très hostile au Front National. Eh bien, merci Manuel Rivière, merci Arnaud Mercier, merci Bruno Cottresse pour votre analyse. Justement, on parle d'Europe, c'est un soulagement à l'annonce d'Emmanuel Macron au second tour, s'il venait à remporter cette élection présidentielle, puisque les responsables européens se réjouissent à l'avance de l'arrivée d'un europhile à la tête du pays. Écoutez d'ailleurs la réaction de Pierre Moscovici, l'ancien ministre et commissaire européen. Il répondait aux questions de Nora Hamadi. C'est un choc, c'est un nouveau 21 avril, mais au carré, puisque cette fois-ci, non seulement la gauche républicaine, mais aussi la droite sont éliminés du second tour. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la démocratie, 7,6 millions de voix pour Marine Le Pen. Une des raisons pour laquelle Mme Le Pen n'a
pas fait le score qu'elle escomptait. C'est parce qu'elle s'est trompée sur le sentiment des Français. Les Français sont des pro-européens, ils sont favorables à l'euro. Ils souhaitent sans doute qu'on fasse une Europe différente, c'est-à-dire une Europe qui soit plus sûre pour eux, plus protectrice, une Europe qui soit plus démocratique qu'elle l'est aujourd'hui, avec un Parlement européen qu'on voit davantage, avec davantage de responsabilité, de transparence. Ils souhaitent aussi et surtout une Europe économique et sociale qui soit plus efficace. Mais ils ne veulent pas sortir de l'Europe, j'en suis convaincu. Ils ne veulent pas sortir de l'euro. Et c'est pourquoi ce second tour est intéressant, parce qu'il sera une forme de référendum pour ou contre l'Europe. Je pense qu'il y a une perspective là qui est offerte, et c'est la raison pour laquelle, nonobstant mon devoir de réserve, je le dis, aujourd'hui, Emmanuel Macron porte les couleurs de tous les démocrates, de tous les pro-européens. Aucune voix ne doit lui manquer, il aura la mienne. Noura Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Noura, bonsoir spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. On vient de voir, plusieurs leaders européens ont pris position dès hier soir en faveur d'Emmanuel Macron. Effectivement, Delphine, contre toute attente, alors que la plupart des leaders européens ont refusé de se positionner durant cette campagne pour justement ne pas la polluer. Dès hier soir, ils se sont rués sur leur compte Twitter pour féliciter donc Emmanuel Macron. C'est dire à quel point le soulagement était grand dans les capitales européennes de voir que c'est donc Emmanuel Macron qui est arrivé en tête et pas Marine Le Pen. C'est le porte-parole d'Angela Merkel qui a ouvert le bal dès hier soir. C'est bien qu'Emmanuel Macron ait eu du succès avec sa position pour une Union européenne forte, plus une économie sociale de marché. Bonne chance pour les 2 prochaines semaines, a écrit Steffen Seibert, le porte-parole donc de la chancelière. Quelques minutes plus tard, c'est le vice-chancelier Sigmar Gabriel, donc socialiste, qui est très proche d'Emmanuel Macron, qui a félicité le candidat d'En Marche en disant qu'il était persuadé qu'il serait élu président. C'est le seul candidat pro-européen, a-t-il déclaré. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, s'est lui aussi fendu d'un coup de fil au candidat d'En Marche et par la voix de son porte-parole a fait savoir qu'il l'encourageait donc dans ce second tour. Jean-Claude Juncker donc l'a félicité et lui a souhaité bon courage pour la suite. Idem Federica Mogherini, qui est la haute représentante aux affaires étrangères, qui appelait voir les drapeaux de la France et de l'Union européenne saluer le résultat de Emmanuel Macron. C'est l'espoir et le futur de notre génération. Du côté de l'Espagne, c'est la même chose. Le représentant aux affaires étrangères, donc Alfonso Dastis, donc le ministre des Affaires étrangères, espère une victoire de Macron pour le second tour en disant que ce sera l'arrêt des populismes en Europe. Enfin, c'est Martin Schulz qui a terminé en félicitant donc également Emmanuel Macron, alors que son candidat, bien entendu, était Benoît Hamon. Il l'avait soutenu durant cette campagne en disant clairement, c'est le seul qui sera en capacité de battre la nationaliste, telle qu'il appelle en fait Marine Le Pen. C'était déjà comme ça qu'il l'appelait à l'époque où il était président du Parlement européen. Le seul, finalement, qui a amené son soutien, apporté son soutien à Marine Le Pen, sans surprise, c'est Geert Wilders, le leader donc d'extrême droite, allié de Marine Le Pen aux Pays-Bas, qui a dit « Vive la victoire, Marine Le Pen présidente ». Et tout ça en français dans le texte. Une unanimité donc et une confiance dans les résultats des urnes pour le second tour qui a été un petit peu problématique. Hier soir, on a un petit peu le sentiment que les leaders européens ont joué le deuxième tour avant le premier. Et de fait, il faut peut-être s'attendre aussi à ce que cette unanimité soit l'objet de rejet de la part de nos concitoyens dans les jours à venir. Oui, on va avoir un soulagement aussi dans la presse européenne, Nora. Exactement, c'est la même chose dans toutes les rédactions d'Europe qui avaient donc les yeux rivés sur la présidentielle française qui est la présidentielle de la France, mais finalement c'est un enjeu pour toute l'Union européenne et il pointe quand même dans cette France divisée, dans ce deuxième tour qui s'annonce entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le symbole d'une France pétrie de fractures. Le soir, titrait En marche vers l'Elysée, un duel inédit, un choc de modèles. Voilà ce que les Français ont choisi pour le deuxième tour de l'élection. Ce dimanche, ils ont fait leur révolution, balayant à la Trump les partis et les hommes politiques traditionnels de gauche comme de droite pour mettre face à face deux personnalités hors système. À Munich, c'est la même chose. Le Süddeutsche Zeitung estime que Marine Le Pen peut remporter la présidentielle et qu'Emmanuel Macron est le seul rempart crédible contre le FN. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans un article intitulé « La France déchirée », plus de 40% des Français ont voté pour des candidats à droite toutes ou à gauche toutes, symbole d'une fracture française dont le pays aura du mal à se relever. Dernière chose, nos amis anglais qui se sont félicités donc de ce possible stop à la montée des populismes en Europe et qui titraient à la fin, qui terminaient une raison de plus d'espérer donc, et qui conclut pour expliquer ce vote par un énigmatique « French people are just French ». Merci beaucoup Nora. Arnaud, merci. On vient d'entendre ce soulagement peut-être anticipé dans la presse européenne et aussi le soutien des dirigeants européens. C'est du pain béni aussi tout ça pour Marine Le Pen dans cet entre-deux-tours. Ah oui, d'ailleurs c'est ce qu'il disait avant même et ce que Florian Philippot a dit sur une télé ce matin. Pour eux,
il considère que c'est le meilleur adversaire possible parce qu'il considère que ça va être un clivage chimiquement pur. Nous sommes la France, la nation, contre l'européanisation et la mondialisation incarnée. Alors de ce point de vue, je voulais réagir à ce que disait Emmanuel Rivière tout à l'heure sur patriote. Je pense que c'est quand même, ça a du sens. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, s'il a sorti tout d'un coup cette idée du patriotisme, eh bien c'est parce que, en l'opposant au nationalisme, c'est parce que il est dans un jeu de posture de communication politique qui consiste à dire nous n'avons aucune bonne raison de laisser le monopole du patriotisme, c'est-à-dire de l'amour de la France, on va résumer ça comme ça, à un seul parti. Et d'ailleurs, on peut se dire tous ici entre nous, quelle que soit la personne pour qui on a voté, on a le droit de vibrer pour l'équipe de France dans un match de foot, qu'on soit Front National ou Front de Gauche. Donc il n'y a pas de raison qu'ils aient le monopole. Et donc je pense qu'il a voulu dire, il a voulu trouver le terme qui en plus renvoie à l'histoire, à la Révolution française. Hein, donc, il a voulu dire, nous aussi on aime la France. D'ailleurs, il y a plein de drapeaux français dans ces meetings. Mais nous n'allons pas lui laisser monopole et nous la mettons dans un coin qui est le coin du nationalisme qui, comme disait François Mitterrand, n'est pas battu d'avance sur ce terrain du patriotisme, Bruno Cotresse. Il me semble qu'on avait vu un peu la même chose au soir du 21 avril et le lendemain du 21 avril 2002 où on avait vu effectivement une forte réappropriation du drapeau bleu-blanc-rouge par ceux qui combattaient dans les manifestations, qui manifestaient contre Jean-Marie Le Pen, avec ce sentiment. Ouais. Donc effectivement, Emmanuel Macron, il renoue avec cette histoire de dire, en fait, les vrais patriotes, ce sont ceux qui veulent que la France soit juste, soit ouverte, etc. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Alors, je pense qu'effectivement, derrière ce jeu sur les mots, etc., il y avait quelque chose de très intéressant hier. Il y a tout un contenu de contenu qui est très peu explicité. Eh bien, merci, messieurs, merci Nora. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée à tous et à demain 18h.